Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur l'arrivée de la Cross Guild sur Egghead et les possibilités de la future guerre qui est inévitable. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et n'hésite pas à activer la cloche pour faire partie de l'aventure Locpause. Sur ce, commençons la vidéo. C'est avec le dernier chapitre en date que nous avons pu constater la situation dans laquelle le camp de Vegapunk est. En effet, avec la révélation du traître et de ses Gaules, la surpuissance des Séraphins, l'arrivée de 100 navires de la marine et la déclaration de guerre totale de la part de Kizaru, la situation est beaucoup plus tendue qu'il n'y paraît. J'ai donc pensé aux différentes possibilités auxquelles cette bataille pourrait aboutir, et surtout aux intervenants en faveur du camp de Vegapunk. Présentons la situation actuelle de l'arc en cours. Nous avons d'un côté le camp de Vegapunk constitué des 6 satellites et de l'original Vegapunk, le Stella, ainsi que des Mugiwara, Bonnie, Sentomaru, les 50 nouveaux pacifistas, et en plus de ça, ils ont le CP0 à leur côté, avec la fameuse Stussy qui était un agent infiltré. Seulement, il y a un traître, ou plutôt une traîtresse dans le camp de Vegapunk, et il s'agit de nul autre que York, Vegapunk 6, qui a éliminé un des autres Vegapunk, le numéro 1, Shaka, et qui a emprisonné le Stella, le vrai Vegapunk, le coupant ainsi du monde et le mettant dans une situation difficile. Selon Vegapunk, le traître prépare son coup depuis un bon moment déjà. Et au vu des objectifs de York et de ses discussions avec le gouvernement mondial, tous ces événements ont été orchestrés depuis quelque temps déjà. Et l'identité du traître, on l'avait en réalité sous nos yeux depuis le début. En effet, York représente l'un des 7 péchés capitaux, la cupidité, l'avarice, qui est de mieux placé parmi les satellites de Vegapunk pour pouvoir le trahir pour son désir et ses ambitions personnelles. York veut devenir un dragon céleste. Elle est l'incarnation même de la cupidité depuis sa création et ses désirs l'ont poussé un peu trop loin, jusqu'au point de vouloir trahir son propre créateur, le docteur Vegapunk. Mais il est évident que nous pouvons tous affirmer que sa cupidité n'a d'égal que sa stupidité. Car oui, si York pense une fois pouvoir devenir un dragon céleste, c'est qu'elle n'a pas l'intelligence qu'on lui prêtait. Après tout, on ne devient pas un dragon céleste, on le naît. Et ce, peu importe les contributions que l'on peut amener au monde ou l'aide que l'on peut apporter au gouvernement mondial. Et sa trahison a eu pour effet de déclencher une guerre totale. Le gouvernement utilise la stratégie suivante: avoir le plus de chances de leur côté en ayant le plus grand nombre. De la même manière qu'a opéré la marine à Marineford, qui a tout simplement battu le camp adverse avec des coups bas, des menottes en granit marin, des murs en granit marin, tous leurs coups étaient calculés et même les plus forts ont finalement été impuissants. En dehors du problème que York implique, nous avons du côté des Mugiwara et des Vegapunk plusieurs vaincus. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour l'instant. Franky, Usopp, Lilith ont perdu contre Snake. Ils ne peuvent rien faire et sont réduits à l'état de statue. S-Hawk est parti attaquer les plus faibles pour déstabiliser les plus forts, comme le dit Rob Lucci. S'ils se retrouvent chez Nami, Robin, Brook et Chopper, ils se feront battre assez rapidement. Quant au quatuor, Luffy, Zoro, Lucci et Kaku, ils ont bien plus de mal que l'on aurait pensé avec les Séraphins. Luffy et Lucci sont restés faire face aux sbires, tandis que Zoro a suivi S-Hawk et que Kaku a été envoyé pour aider Usopp. De son côté, Sanji est occupé avec S-Shark. Il ne semble pas être en difficulté avec sa résistance hors du commun, mais s'il est occupé avec lui, il en aura quand même pour un petit moment avant d'en venir à bout. Du côté adverse, nous avons un amiral de la marine, Kizaru, un doyen, Saturne, mais surtout 100 navires de la marine, ce qui est 10 fois l'équivalent d'un Buster Call et 2 fois plus que le nombre de navires à Marineford. C'est dire le danger que Vegapunk représentait. On ne voit pas de grosses têtes en dehors de Kizaru, mais nous avons pu remarquer des nouveaux soldats de la marine que nous n'avions jamais vus, et on se doute bien qu'il doit y avoir énormément de vice-amiraux parmi eux. En plus de cette énorme raid de la marine, nous avons les 4 séraphins présents sur l'île, qui seront sous le contrôle de Saturne quoi qu'il en soit, car il a la plus grande autorité, et qui sont sûrement actuellement sous le contrôle de York. York qui aurait très bien pu calculer son coup, vu que Lucci et Kaku sont maintenant du côté de Luffy. Car oui, c'était Lucci qui était au contrôle des séraphins, mais depuis qu'ils sont attaqués par ceux-ci, on peut dire qu'ils ont perdu le contrôle. Abordons donc point par point la situation et exploitons les différentes possibilités de cette guerre. Victoire des Mugiwara, victoire de la marine, mort de Vegapunk, voyons ça ensemble. Avec le dernier chapitre, on a eu la révélation du traître, York, le Vegapunk de la cupidité.
Elle souhaite devenir un dragon céleste et le seul Vegapunk existant. Comme déjà dit, je ne vois pas York devenir dragon céleste, sachant très bien qu'ils sont censés être les dieux du monde et donc les élus. Ce n'est pas parce que tu contribues grandement à leur cause que tu deviendras l'un des leurs. Pour autant, il se pourrait que le gouvernement mondial souhaite garder York en vie afin d'avoir le seul et dernier Vegapunk de leur côté. Cependant, cela se ferait donc plutôt de manière forcée plutôt que de la manière que York l'aurait souhaité. En tout cas, chapeau à elle car peu l'avait dans le collimateur. Mais bon, vu qu'elle avait été pétrifiée par S-Snake, personne ne pouvait se douter qu'elle était réellement la traîtresse. Et c'est là où c'est bien joué de sa part dans tous les cas. Car pour avoir réussi à sortir de la pétrification, elle avait sûrement donné l'ordre à S-Snake de la pétrifier et ensuite de la dépétrifier, et c'est là du génie de sa part si c'est le cas. Ce n'est bien entendu pas l'unique explication donnée, on peut penser à un prototype créé qui a été pétrifié, mais ça me paraît quand même improbable. Ou bien, et ça c'est une toute autre théorie qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder un autre jour, un mini Mingo, Doflamingo, qui aurait les pouvoirs de Bone Clay et qui par de ses gènes souhaite être le boss. Donc ce ne serait pas la vraie York qui aurait trahi Vegapunk, mais un séraphin, sous les traits de Doflamingo ou même d'un crocodile, qui aurait le pouvoir de Bone Clay pour changer son visage. Mais même là, ça part un petit peu loin, donc on ne va pas s'y pencher aujourd'hui. Pour revenir à York, celle-ci a tué Shaka, le Vegapunk numéro 1 qui se doutait déjà de sa mort. Si vous vous rappelez, il l'a dit clairement à Dragon qu'il allait mourir. Mais est-il réellement mort? Après tout, c'est un robot. Et connaissant Oda, est-ce qu'il aurait quand même du mal à tuer ses robots ou non? C'est une question à se poser. Si ce dernier est vivant alors qu'il a pris une balle dans la tête par un de ses confrères Vegapunk qui est conçu de la même façon et qui sait donc comment le tuer, ça serait assez décevant mais surtout idiot de sa part. On a déjà vu un des Vegapunk ne pas mourir alors qu'il avait la tête coupée. Donc est-ce qu'une balle dans la tête a réellement suffi à tuer Shaka? Telle est la question. Revenons donc à la guerre, les séraphins et la marine. Dans un premier temps, nous allons voir comment la bataille pourrait se dérouler si personne n'intervient. Est-ce que la marine dominerait ou alors est-ce le camp de Luffy qui aurait le dessus? Si Luffy doit affronter quelqu'un, il y a de fortes chances que ce soit Kizaru. On ne peut pas affirmer que Saturne est un combattant. Sa venue est justifiée par le fait qu'il peut contrôler les séraphins, mais le combattant principal du camp adverse, pour l'instant en tout cas, est l'amiral Kizaru. Il n'y a pas photo sur le fait que Luffy est devenu assez fort pour battre un amiral. La puissance de Kizaru n'inquiète pas Luffy pour l'instant. Mais si ce dernier a un plan derrière la tête, ça peut vite retourner la situation. Et si Kizaru déploie sa pleine puissance avec l'éveil de son fruit, Luffy serait donc occupé pendant un moment contre celui-ci. Il resterait donc ses trois commandants, Zoro, Sanji et Jinbei, ainsi que Lucci, Kaku et aussi Robin, Chopper et Nami pour gérer le reste. Comme déjà précisé, on est dans l'optique où Franky et Usopp resteraient pétrifiés. Dans cette configuration, on aurait Zoro vs S-Hawk, Sanji vs S-Shark, Lucci et Kaku vs S-Bear et S-Snake pour le reste des Mugiwara. Mais souvenez-vous de ce que l'on a dit, le gouvernement agit avec prudence et intelligence. Nous avons déjà S-Hawk qui part à l'attaque des plus faibles. Sanji ne pourra pas le gérer en plus de Mini Jinbei si ce dernier attaque Nami et Robin. Il faudrait donc que Brook nous montre un power-up assez intéressant pour pouvoir tenir à l'écart un des séraphins. Et malheureusement, même si Nami et Robin ont eu des gros power-up dernièrement, surtout à Wano Kuni, elles ne peuvent pas faire grand-chose face aux séraphins. Et Snake représente un grand danger avec son pouvoir. Et si elle fait face à Sanji, malheureusement, le troisième plus puissant du camp allié ne fera pas long feu. Et c'est là où ça devient tout de suite très dur pour le camp allié. La marine et Saturne savent très bien ce qu'ils font. Ils sont préparés à affronter un empereur, alors ne pensez pas qu'ils vont bêtement foncer dans le tas. Ajoutez à cela 100 navires de la marine, s'ils bombardent l'île, ça serait la catastrophe pour les Mugiwara. 10 navires suffisent pour détruire une île, alors imaginez-en 100. Le nombre de navires semble vraiment signifier que cela sera difficile et que la marine et le gouvernement sont déterminés comme jamais. Si on a plusieurs vice-amiraux en plus de cela d'un niveau proche de celui de Momonga, Stainless et autres qui sont les élites des vice-amiraux, capables de rivaliser avec des commandants de flotte de barbe blanche, faut se le dire, c'est assez balèze sur le papier également. Vous comprenez où je veux en venir. Je ne pense pas que la marine va sauter sur les Mugiwara bêtement. Ils vont répartir les soldats et séraphins et vont agir intelligemment et prudemment. Je pense surtout à York qui a passé un marché avec Saturne et qui est déjà en train de foutre le bordel dans le camp de Vegapunk, avec des potentiels morts, Vegapunk à la ramasse et emprisonné, et les Mugiwara qui sont en difficulté à cause des séraphins. Si ça continue ainsi, la marine et Saturne peuvent vite renverser l'alliance.
Et on en vient donc à une problématique. Les Mugiwara ne peuvent pas perdre, ça c'est évident. Et si la marine perd de son côté avec autant de conviction, un amiral, un doyen et 100 navires, elle perd encore plus de crédibilité. D'un côté, on ne souhaite pas que les Mugiwara perdent, mais de l'autre, on ne souhaite pas que la marine se fasse humilier gratuitement. Ensuite, nous avons Vegapunk, qui vient seulement d'être révélé dans cet arc et qui est un moyen de révéler énormément de choses pour avancer dans les mystères, mais qui est actuellement dans une situation extrêmement délicate. C'est compréhensible donc de se dire que Vegapunk doit survivre, comme l'inverse. Et c'est compréhensible de se dire que les Mugiwara vont battre la marine comme l'inverse au vu de la situation. Mais il existe un moyen de remédier au problème sans qu'aucun camp ne subisse une humiliation qui ne fait pas sens ou qui relève du plot armor. Ce sont des intervenants qui changeraient la donne et qui rendraient la victoire de la marine totalement impossible sans pour autant que ce soit une humiliation. Et nous pouvons donc entrer dans le vif du sujet, l'arrivée de Hancock et Mihawk, la Cross Guild entre en action. Pour sauver la situation de Egghead, j'ai directement pensé à l'intervention de Boa Hancock, qui rendra son statut naturel aux personnes pétrifiées. Snake est le clone de Boa Hancock. Ce n'est pas un autre détenteur de fruits, mais une de ses copies. Donc Hancock peut totalement défaire les effets du fruit de Snake. Alors certes, la venue de Boa Hancock aidera à vaincre Snake et dépétrifier les Mugiwara. C'est une grosse puissance qui vient, mais pas assez suffisante pour mettre la marine tout entière à mal. C'est pour cela que je pense que Boa Hancock rejoindra la Cross Guild, car je la vois mal pour l'instant rejoindre Luffy. Selon moi, c'est l'idéal pour elle de rejoindre la Cross Guild. Cette dernière réunirait pourquoi pas tous les ex-corsaires possibles. Ils ont déjà Baggy, Crocodile Mihawk, ajoutons à cela Hancock, et pourquoi pas Weeble et Doflamingo qui s'échapperaient ensemble d'Impel Down. On pourrait même supposer que la Cross Guild va aller les libérer directement pour les recruter dans leur équipage. Bien entendu, il ne faut pas oublier Kuma, qui ferait pourquoi pas son apparition à Egghead. Cet arc lui est en partie dédié à lui et à Bonnie, avec son flashback. Il pourrait donc retrouver son humanité ou ne l'avoir jamais perdue en réalité, se réunir avec sa fille et s'allier avec la Cross Guild pour aider les Mugiwara. Kuma pourrait donc avoir droit à un vrai développement, que ce soit en termes d'écriture ou de puissance, car on ne connaît pas grand chose de lui pour l'instant. Une intervention de la Cross Guild serait donc le moment opportun pour un peu plus d'action et une démonstration du niveau de Crocodile, Hancock et Kuma. Ce sont des personnages qui peuvent perdre, comme gagner, ça ne changera rien. De plus, nous pourrons voir les corsaires affronter leurs remplaçants, ou plutôt leurs copies, leurs clones, les séraphins. Et à ce moment, on pourra peut-être constater que les corsaires ont grandement été sous-estimés, ou peut-être l'inverse, que les séraphins sont suffisamment assez forts pour inquiéter les originaux. Nous pourrons assister à un Mihawk qui revoit Zoro et ses progrès, à une Hancock qui revoit Luffy, qui manifeste qu'elle est de son côté, et en tant que fan des corsaires, les voir collaborer et se battre contre les séraphins, les vice-amiraux et Kizaru. Pour moi, ce développement et cette venue des ex-corsaires sur Egghead serait l'idéal pour mettre en avant la Cross Guild et tout ce qu'elle apporte et aussi ce qu'ils désirent. Car n'oubliez pas que les ex-Shichibukai souhaitent chasser les marines comme ils ont été chassés. Ainsi, les Mugiwara ne seront plus en danger et pour Vegapunk, le choix revient à Oda de le faire mourir ou pas et on pourra alors entrer dans la véritable Battle Royale teasée par Oda. L'équipage de Kid contre le roi du Haki et les géants, Law et le Sword contre l'empereur des ténèbres, la Cross Guild contre la marine et les séraphins aux côtés des Mugiwara, la mobilisation de Katakuri et de Charlotte pour sauver Pudding et récupérer leur honneur, l'évasion du démon céleste de Flamingo et de l'homme dont la force talonne celle de Barbe Blanche jeune, les amiraux qui entrent en jeu, Dragon et l'empereur des flammes qui commencent la révolution, et ainsi de suite, la Battle Royale aura réellement commencé à ce moment-là. Mais qu'arrivera-t-il ensuite? Comment tout cela aboutira? Eh bien, on va rentrer dans une phase de guerre totale, tout le monde sera contre tout le monde, et d'ici peu, nous assisterons peut-être à la plus grande guerre que l'univers de One Piece aura connue. Mais ça c'est encore à voir s'il y aura une guerre totale à la fin de One Piece. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire sur la guerre de Egghead et sur ce que tu penses qui arrivera concernant tous les grands noms de One Piece qui sont tous en mouvement ou en combat à l'heure actuelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.